Bonjour et bienvenue dans votre dose de tech. C'est la quotidienne condensée, l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Aujourd'hui, vous allez voir, on va cocher tous les buzzwords à nous, la gloire du SEO. On va parler de métaverse, on va parler de NFT, on va parler de voitures autonomes, on va parler de Stranger Things, on va parler de PlayStation 5. Ouais, c'est parti. Commençons par ce cher métaverse dont tout le monde parle et dont personne ne sait exactement ce que c'est. On sait juste que ça a l'air d'être très important et que ça pourrait rapporter beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. L'artiste Jean-Michel Jarre, du haut de ses 73 ans et de ses pianos électriques et lumineux, eh bien lui-même pense qu'il faut du métaverse, en français du métavers, et il pense surtout qu'il faudrait que la France eh bien, soit souveraine avec ses métavers et qu'on ne se fasse pas déborder, en tout cas par les entreprises américaines. Vous avez déjà parlé beaucoup de ces notions de souveraineté. Eh bien Jean-Michel Jarre, qui a fait notamment un concert virtuel l'an dernier à Notre-Dame de Paris, qui vient de refaire des concerts virtuels dans un nouveau métavers lancé par un milliardaire russe, oui c'est pas un camoulox, eh bien, pense que la France doit absolument se bouger maintenant pour ne pas être larguée eh bien, dans l'internet de demain, j'ai envie de vous dire. De l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, eh bien, les Américains se bougent très très vite sur le métavers. Je ne parle pas que de Facebook, de Microsoft et de Nvidia. Il y a aussi Niantic. Je vous rappelle que l'éditeur de jeux en réalité augmentée, très connu pour Pokémon Go, bien sûr, entre autres, eh bien, vient d'annoncer devenir une sorte de plateforme pour créer des applications dédiées au Metaverse et optimisées pour la réalité augmentée. Pareil, plein de buzzwords, mais on imagine bien des usages qui demain pourront devenir peut-être incontournables. Est-ce que Niantic deviendra l'Unreal Engine ou le Unity Engine, on va dire, de la réalité augmentée? C'est très possible, tant cet éditeur est bien placé. On attaque maintenant la partie chipset avec des CPU, des GPU, des barrettes de RAM, bref, plein de choses extrêmement sexy et des grosses annonces. Alors attention, c'est très velu. Et surtout, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être plus en détail demain, puisque la première est arrivée ce matin à 9h du matin. C'était la deuxième GTC de l'année de la part d'NVIDIA, après la première qui a eu lieu en mai. Et regardez-moi, évidemment, la cuisine légendaire de ce cher Jensen Huang. Est-elle réelle, est-elle irréelle? On ne sait plus, mais on vous rappelle que désormais, eh bien, le PDG de Nvidia aime jouer avec notre perception de la réalité virtuelle augmentée, 3D, avec le métaverse et digital twin. Voilà. La veste en cuir est-elle réelle? Pareil, la question est ouverte. Mais plus sérieusement, Nvidia a continué à appuyer sur le champignon avec ses annonces professionnelles, notamment dédiées autour de l'intelligence artificielle, avec notamment eh bien, un nouveau SoC. Je vous rappelle, un SoC un peu comme ce qu'on trouve dans les téléphones, mais ce coup-ci dédié au calcul d'intelligence artificielle. Il s'appelle l'AGX Orin. Il est 6 fois plus puissant que son prédécesseur, c'est toujours mieux évidemment avec Nvidia. Il sera dédié à l'edge computing et à tout ce qui est voiture autonome. Et une petite nouveauté, Nvidia va le vendre dans des petits ordinateurs, je vais essayer de vous trouver ça dans la vidéo, des petits ordinateurs dédiés avec des petits boîtiers qui ressemblent quasiment à des Raspberry Pi, sauf que ça coûte plutôt 1000 $, pour vous permettre eh bien, d'utiliser la puissance de calcul d'intelligence artificielle de la part d'Nvidia dans un peu tout type de projet. Passons maintenant du côté de chez AMD avec une autre personne très puissante qui a une veste en cuir. Est-ce qu'il y a un complot? Puisque je vous rappelle que Lisa Su fait partie de la même famille étendue que Jensen Huang. Mais du côté de chez Lisa Su, donc d'AMD, on a fait des annonces hier. Alors attention, on se calme tout de suite, ce ne sont pas tout de suite des processeurs Ryzen et des cartes graphiques Radeon, mais plutôt des processeurs, vous voyez ici, professionnels, puisqu'on va parler notamment de l'AMD EPIC, qui est le nouveau processeur haut de gamme de chez AMD en architecture Zen 4. Je vous rappelle que c'est la nouvelle architecture qui bientôt sera accueillie aussi par les processeurs Ryzen grand public pour nous. C'est intéressant de voir ce que valent ces processeurs de quelques milliers, voire dizaines de milliers de dollars. On a notamment un cache L3 toujours en 3D avec les fameux chiplets de chez AMD. Toujours plus de corps, on attendait 96 voire 128 corps dans certains processeurs dont le fameux nom de code Genoa. Là on voit le Milan X. Et aussi une autre nouveauté du côté de chez AMD qui va s'installer dans le marché des GPU de serveurs. Je vous rappelle que le marché des serveurs est un très très gros marché et qu'AMD l'a bien attaqué côté CPU, mais pas encore côté GPU. Eh bien il y aura un produit qui s'appelle le M200 et qui permettra évidemment à AMD de venir attaquer les petits copains que sont Intel et évidemment Nvidia. En parlant d'Intel, pas de grosses annonces ce coup-ci, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Alder Lake ces derniers jours, mais en tout cas une fuite qui va nous intéresser, puisque nous avons parlé des corps i5 et des corps i9 qu'on a pu tester notamment côté Alder Lake. On n'avait pas vu d'autres corps, et une fuite d'un distributeur canadien nous permet de voir notamment un corps i3 entrée de gamme qui pourrait être très intéressant, 119 $.
et américain, pas canadien, hors taxe, pour ce corps qui garderait seulement 4 corps performance par rapport, vous voyez, aux 6 aux 8 corps performance qu'on peut trouver sur des corps i5 ou des corps i7. Pas de corps efficience, pas de corps économie, mais à 119 $, ça pourrait être un très très bon rapport qualité-prix. C'est vrai que ces dernières années, les processeurs entrée de gamme, notamment chez Intel, étaient un peu tristounés. Ce serait peut-être un peu le retour de la Fiesta. On passe maintenant du côté de chez Samsung et on va parler de RAM et aussi de chipset parce que vraiment il y a beaucoup de chipsets aujourd'hui. On commence avec la RAM et Samsung qui va produire les premières barrettes de DDR5X. Voilà, c'est la LPDDR5X et qui va permettre d'augmenter la fréquence de fonctionnement de 6,4 à 8 gigabits seconde, 33% de hausse, le tout en étant 20% plus économe que la génération précédente. Attendez-vous à voir ces barrettes de RAM débarquer d'abord dans des ordinateurs professionnels, dans des data centers et autres petites stations qui coûtent très cher. On les verra peut-être un jour débarquer dans nos chers PC de jeux vidéo ou de retouches photo vidéo ou nos consoles de jeux. Ça va coûter très très cher, ça c'est un petit spoiler. Deuxième point qui nous a étonné, on a appris hier une rumeur, Samsung pourrait sortir ses fameux Galaxy S22 en février, ça y a pas de scoop, mais l'autre scoop c'est que ils sortiraient tous avec des SoC de chez Qualcomm, le fameux Snapdragon 888 qui sera monté à la fin de ce mois-ci. Une rumeur un peu étonnante qui vient d'un ancien employé de chez Samsung qui est devenu youtubeur et qui explique qu'on aurait peut-être des problèmes de fabrication autour de fameux Exynos 2200 qui, je vous le rappelle, serait le premier SoC Samsung en collaboration avec AMD qui intégrerait une partie GPU basée sur l'architecture RDNA 2 qui est utilisé dans les consoles comme la PlayStation 5 et les consoles Xbox Series et les Radeon actuels. À voir, rumeur très très étonnante. Rumeur d'autant plus étonnante qu'on a appris notamment ce matin que Samsung va lancer une conférence dédiée à l'Exynos et ils vont montrer l'Exynos 2200 le 19 novembre. Bref, des rumeurs un peu dans tous les sens côté Samsung, mais bon, c'est normal avec le constructeur coréen. D'ailleurs, je termine avec les rumeurs Samsung, histoire d'enchaîner directement. Le S21 FE, cette arlésienne, serait présenté pour le CES de Las Vegas au début du mois de janvier. Je vous rappelle que le CES de Las Vegas, c'est le 5 janvier et qu'on aura un Unpacked Event Samsung la veille, le 4 janvier, parce que les grosses conférences sont souvent juste avant le salon. Et le deuxième Unpacked Event, dédié lui à la nouvelle gamme Samsung Galaxy S22, sera du coup le 8 février. Vraiment Samsung qui a un peu trusté le début d'année. On terminera avec encore un téléphone Samsung et une rumeur, une fuite, le A53, puisqu'on a à peine eu le temps d'apprécier le A52 le A52S, que voici déjà le A53 qui pointerait le bout de son nez pour évidemment l'année 2022. Passons maintenant à l'automobile avec tous les yeux rivés sur Tesla, le constructeur américain qui ne fait que battre des records financiers, des records de cotation de bourse et dont le PDG s'amuse à raconter beaucoup de conneries sur Twitter. Ça aussi c'est un autre record, mais bon, c'est un autre point. Tesla en attendant plus sérieusement a modifié sa Tesla 3 de base. Elle adopte désormais une batterie un peu plus costaud qui augmente de 5 kWh pour atteindre les 60 kWh de batterie. On frise les 500 km d'autonomie. Attention par contre, elle récupère le moteur arrière de sa grande sœur Dual Motors pour une question de coût et du coup va perdre un petit peu en performance. Alors ça va, vous allez perdre un peu en accélération qui reste très 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 efficace sur cette voiture quoi qu'il arrive. Le prix reste le même évidemment, on reste autour des 43 000 € pour ce modèle Star. Hors bonus écologique bien sûr, on vous rappelle que la Tesla Model 3 est la première voiture électrique de l'histoire à truster la première place du marché des ventes en Europe en septembre 2021 notamment. On reste encore une fois avec Tesla, mais ce coup-ci Tesla qui s'est fait voler un de ses ingénieurs stars parti du côté de chez Apple. Apple qui, je vous rappelle, essaie d'avancer sur son projet de voiture électrique et autonome. Ça a l'air d'être compliqué, mais ils ont recruté Christopher Moore, le responsable du programme autopilote chez Tesla. Je vous rappelle que Apple avait eux-mêmes perdu un de leurs ingénieurs stars, même leur chef de projet, Doug Field, qui était parti du côté de chez Ford. Voici qu'il picote quelqu'un du côté de chez Tesla. Je vous rappelle que le mercato dans le milieu de l'automobile en ce moment, c'est un petit peu la folie. Et je termine avec évidemment Ford et son PDG Jim Farley, qui a tenu un discours assez costaud auprès de tous ses employés, leur expliquant que, il fallait qu'ils prennent vraiment au sérieux des constructeurs comme Rivian et surtout comme Tesla. Il a vanté les mérites de Tesla qui, selon lui, est plus efficace que Ford dans beaucoup de segments. Que ce soit en termes de conception de voitures, qui sont vraiment des voitures plus simples à concevoir du côté de chez Tesla, et donc moins chères, plus faciles à modifier, plus faciles à améliorer. Les économies d'échelle entre leurs modèles, c'est quelque chose dont Ford devrait s'inspirer. Il va même jusqu'à dire que l'expérience de vente chez Tesla est bien meilleure, puisque aujourd'hui,
aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Tesla et en 2-3 clics, configurer votre voiture, vous la commander, vous la faire livrer, un peu comme si vous alliez sur un Amazon ou un Fnac.com, là où les modèles de vente classiques en concessionnaire chez les constructeurs automobiles sont beaucoup plus lents et peut-être moins efficaces dans l'ère qu'on vit actuellement. Bref, Ford qui est dans une forme d'admission de retard par rapport à Tesla, et donc c'est aussi une forme d'hommage de la part de Tesla. On se donne rendez-vous dans quelques années. Est-ce que Ford aura rattrapé Tesla? On verra. Revenons maintenant à la France avec un grand plan ambitieux autour de l'intelligence artificielle qui avait déjà été lancé en 2018. Selon Cédric O, c'est déjà un succès. Alors je ne sais pas où est le succès sur l'intelligence artificielle en France, mais il y a sûrement des trucs qui se passent. En tout cas, le gouvernement français va remettre au pot 2,1 milliards de dollars. Alors, ils vont remettre au pot que 1,5 milliard de dollars, mais ensuite des aides privées de 600 millions de dollars vont monter ce petit butin à plus de 2 milliards de dollars pour aider à mettre, comme dirait Cédric O, la France sur la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Ils veulent évidemment que la France ne se fasse pas larguer par rapport à cette technologie très très importante. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que cet argent sera dépensé dans les bonnes startups, les bons projets, les bonnes universités? On ne le sait pas encore. Réponse en 2025 selon Cédric O, ce sera la fin de cette seconde phase du plan français sur l'intelligence artificielle. La France toujours, mais pas que la France, parce que c'est la France, c'est aussi l'Allemagne et aussi la Roumanie et 17 pays qui ont collaboré pour arrêter des gangsters. Je vous parlais hier de la course-poursuite avec les membres de ce fameux gang russe Revil qui a tenté d'extorquer tellement d'argent via des rançongiciels. Une course-poursuite s'est engagée avec notamment le FBI et en Europe, c'est Europol qui s'est coordonné pour essayer d'identifier ces personnes. Un mec a été identifié hier en Allemagne, enfin je vous en parlais hier, donc ce week-end, et hier on a annoncé l'arrestation de 5 membres du gang Revil. C'est peut-être la fin de ce gang parce qu'ils vont peut-être tomber comme des dominos, mais grosse enquête sur une opération qui s'appelle Gold Dust. Un nom très stylé pour l'instant, un succès pour l'Europol. Ce n'est évidemment pas la fin des attaques en rançongiciel avec beaucoup de gangs, on va dire, moins ambitieux que Revil, mais toujours très efficaces pour venir vous voler de l'argent. Avant que vous fassiez voler de l'argent, peut-être sécuriser votre compte, Google vous propose de sécuriser automatiquement votre compte en le passant en double authentification. Je vous rappelle que la double authentification est conseillée par tout le monde, et même nous, ici chez les numériques. Faites-le. Si vous ne le faites pas et que vous êtes éligible en tout cas à la double authentification, Google va automatiser le processus pour 150 millions de comptes. Ils vont vous envoyer un mail une semaine avant le basculement en double authentification pour vous expliquer comment ça marche et que là, il faut vraiment le faire. Ils sont en train de un peu pousser au train pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Je vous rappelle que ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de migraines aujourd'hui aux entreprises, le piratage, et que la double authentification est une solution qui améliore votre sécurité par rapport à ça. Il n'existe pas de sécurité parfaite, mais si de votre côté vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Faudra-t-il une double authentification pour la PlayStation 5 ? Peut-être bientôt, puisque le collectif Fail Overflow vient de trouver la faille dans le code de la nouvelle console de Sony pour la jailbreaker à l'ancienne. Je vous rappelle que c'était également Fail Overflow qui avait piraté pour la première fois la PlayStation 3 et c'était d'ailleurs pris un procès retentissant de la part de Sony qui n'était pas content du tout. Et ça ne les a apparemment pas effrayés puisque les revoici pour vous jouer un mauvais tour avec écoutez, un système de hack symétrique. Je ne connais pas bien les détails, mais qui permet en tout cas de trouver la faille dans la PlayStation, d'atteindre le code de la PlayStation, et ils vont pouvoir se balader et aller chercher d'autres failles de la PlayStation 5. Ce sera la course-poursuite qu'on connaît bien, ainsi comme moi, vous avez des consoles Sony, notamment la PlayStation Vita, hop, un nouveau firmware, hop, les jailbreakers ont trouvé une nouvelle faille, un nouveau firmware, etc., etc. Pour l'instant, ça marche sur la dernière version en date, la 4.03 de la PlayStation 5, et on attend une réaction très rapide, évidemment, de Sony. Passons maintenant à un petit point crypto et NFT. Je vous ai dit qu'on allait cocher tous les buzzwords du jour, avec un thread Twitter très intéressant qui vous explique comment fonctionnent actuellement certaines arnaques, certains scams au NFT. C'est un développeur qui s'appelle Foon sur Twitter qui a fait ce thread, on mettra le lien en description bien sûr, et qui vous explique comment on peut faire augmenter artificiellement le prix de ces œuvres d'art qu'on a NFTisées et mis sur des galeries de type Rarible, OpenSea ou Nifty Gateways, etc. C'est en fait une arnaque qui est très très vieille, sauf qu'elle est réappliquée avec la peinture du jour. Évidemment, vous allez mettre votre œuvre en ligne. Vous allez prêter à quelqu'un 1 000 $, vous allez lui dire d'acheter cette œuvre 900 $, vous allez lui laisser 100 $, donc la personne est contente parce qu'elle n'a rien fait que d'acheter une œuvre et elle a gagné 100 $. Vous récupérez 900 $, et votre œuvre officiellement inscrite dans la blockchain, notamment d'Ethereum, aura été officiellement vendue 900 $, alors qu'en fait, elle n'aura pas vraiment été vendue.
Vous recommencez l'opération sur votre autre œuvre en augmentant toujours un peu les prix. Puis en fait, ensuite, vous revendez votre œuvre qui a été vendue 900 $, vous la revendez pour 2000 $ et vous faites croire qu'en fait, la cote de vos œuvres ne fait qu'augmenter, alors qu'en fait, vous payez des gens un petit peu pour faire augmenter la cote de vos œuvres et vous récupérez 90 ou 95% de votre argent pour faire croire qu'à la fin, vos œuvres coûtent très cher. Et puis ensuite, vous allez contacter les vrais oiseaux et leur dire oh, regarde, mes œuvres, elles valent déjà 5000 $, elles en valaient que 1000 il y a 2 mois, c'est peut-être le moment de les acheter. Évidemment, c'est une belle arnaque. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les NFT n'ont pas inventé ces arnaques, même si tout le monde a peur du mot NFT en ce moment. Comme le trade l'explique très bien, c'était des arnaques qui ont existé dans toutes les industries et pas que dans la revente d'art, ce genre de schéma de faire gonfler artificiellement la valeur d'un objet pour faire croire à une personne ensuite qu'elle l'achète à un bon prix. C'est juste que, évidemment, le manque de régulation actuellement autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, des blockchains comme Ethereum et des NFT font que ces arnaques qui avaient un peu disparu à cause de la régulation et des gendarmes et des gouvernements, eh bien, réapparaissent dans un endroit, c'est encore un peu le Far West. Donc c'est peut-être les derniers mois, et c'est peut-être les derniers mois où vous ne devriez surtout pas acheter de NFT en attendant que tout cela se régule. Ça va arriver puisque l'administration de Joe Biden est en train de travailler sur une plus grosse traçabilité de toutes les opérations autour des crypto-monnaies, avec notamment l'IRS, qui est un peu le gendarme financier Bercy américain. Il y a encore un grand flou pour savoir ce qu'est vraiment un crypto-brokers, parce que est-ce que c'est un mineur, est-ce que c'est un trader, est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est une institution, est-ce que c'est une galerie d'art. C'est encore un peu flou, mais bientôt, eh bien, lorsqu'il y aura des transactions autour d'une certaine somme, l'IRS vous demandera de bien donner toutes les traçabilités de tous les mouvements d'argent. Et donc ce sera la fin de ce type d'arnaque qui sévit actuellement sur certaines galeries de NFT. C'était un peu velu cette histoire de NFT, c'est le moment peut-être de se défouler et de se vider l'esprit. Allons du côté de chez Fitness Plus qui, je vous le rappelle, est désormais disponible en France après être sorti l'année dernière aux États-Unis. C'est le service de sport à la maison de chez Apple. Je vous rappelle que l'intérêt de Fitness Plus, c'est évidemment d'intégrer votre Apple Watch, notamment dans vos autres appareils qui vont diffuser ce contenu, que ce soit vos ordinateurs ou votre Apple TV. Vous allez pouvoir contrôler les vidéos depuis l'Apple Watch, voir aussi toutes vos données de santé de l'Apple Watch diffusées sur votre écran, donc notamment votre rythme cardiaque, vos calories dépensées, votre petite barre d'activité quotidienne qui se remplit. C'est un service qui est disponible à 10 € par mois ou évidemment intégré dans le service Apple One qui est plus intéressant si vous voulez avoir tous les services d'Apple. On a évidemment hâte de le tester et de suer pour vous. Je sais que tout le monde va s'inscrire à une salle de sport comme tout le monde va s'inscrire à Apple Fitness Plus pour en fait abandonner au bout de 2 séances. C'est normal. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Vous allez plutôt glander sur votre canapé. Allez-vous regarder Stranger Things saison 4. Très possible puisque la saison 4 est officialisée du coup sur Netflix pour le printemps 2022. Ah là là, l'ambiance des séries des années 80. Nos petits héros tels Eleven qui ne font que grandir. Est-ce que ce sera toujours un aussi gros blockbuster pour Netflix? À voir. Personnellement, je pense que la série s'est assez vite essoufflée. Mais vu les scores d'audience des saisons 2 et 3, apparemment, je suis le seul de cet avis. Terminons enfin un petit peu dans le futur avec de l'espace et un robot. Virgin Galactic, je vous rappelle, qui vous envoie presque dans l'espace, à 80 km d'altitude, a relancé la vente de ses places après l'enquête de la FAA et annonce avoir encore vendu une centaine de places supplémentaires à 450 000 $ hors taxe pièce. Ça fait cher le siège, mais bon, c'est le prix pour voir la Terre et avoir un bilan carbone désastreux. Voilà. Ça marche plutôt bien puisque ça fait déjà 700 tickets vendus pour Virgin Galactic. Ils espèrent en atteindre le millier d'ici le lancement de leur vol commercial qui aura lieu d'ici la fin 2022. On verra de son côté ce que fait Blue Origin évidemment avec son propre programme de tourisme spatial et ce que font SpaceX. Je vous rappelle que on est sur un petit moyen mnémotechnique si vous posez des questions entre les différentes offres. On est autour des 500 000 chez Virgin, des 5 millions chez Blue Origin et des 50 millions chez SpaceX. Voilà. Comme ça, vous avez votre petit menu entrée plat ou entrée plat dessert si vous avez envie de vous faire plaisir. Terminons enfin avec ce petit robot très mignon et promis ne vous fait pas peur. Il s'appelle Kobi, voilà. Et qu'est-ce que c'est que Kobi? C'est un robot qui va vous injecter des vaccins dans le corps et ce sans seringue. Voilà, il va vous permettre déjà de passer par une app, de vous dire quelles sont vos conditions et si vous avez des allergies ou pas, de scanner votre identité pour vous reconnaître avec votre équivalent de carte verte, etc. Pendant ce temps-là, il prépare sa petite injection et il va vous la placer dans le bras sans aiguille. Le tout grâce à un nouveau système de jet à haute intensité et surtout à très faible diamètre, puisqu'on est sur une injection de vaccin avec un jet qui ferait moins d'un cheveu d'épaisseur. Voilà, regardez, attention, tousse un petit peu monsieur.
petit bisou. Et sans aiguille, eh bien, ce robot va vous injecter un vaccin et ensuite, voilà, venir redéposer la cartouche, se renettoyer, se restériliser, j'imagine, et vous êtes content et heureux. Est-ce que c'est le futur de l'injection de vaccins pour l'humanité? Je ne sais pas, mais en tout cas, je connais beaucoup de personnes qui ont peur des aiguilles et qui vont accueillir Kobe à bras ouverts. C'est la fin de nos actus. Demain, on reviendra plus en détail sur les annonces de ce matin d'NVIDIA et d'hier soir d'AMD. C'était un peu juste pour moi pour les traiter en détail. Je vous rappelle que demain aussi, en live, il y a un lien vers notre chaîne Twitch là dans la description. Eh bien, je recevrai le chef de service justement, tout ce qui est CPU et GPU, et Régis Egal qui viendra nous parler donc des nouveautés Intel, mais aussi AMD, mais aussi Nvidia, mais aussi Apple. On en parlera longuement, donc rendez-vous demain à 11h bien sûr. Je vous laisse avec les derniers tests qui sont sortis sur les numériques. Hein, voilà, la Galaxy Watch de chez Samsung qui est sortie, elle est très jolie, elle a un OS très sympathique, mais 2 points qui bloquent quand même une autonomie très limitée à moins d'un jour dans sa version 40 mm, la version 40 mm un peu plus autonome, et surtout eh bien, un écosystème un peu compliqué puisque pour débloquer toutes les fonctionnalités de cette montre sous Wear OS, il faudra passer par un téléphone Samsung Galaxy et non pas un téléphone Android, ce qui est vraiment très regrettable. Autre test, un lave-linge qui m'intéresse parce qu'il est très discret, notamment sur la partie essorage. Des bisous à tous ceux et à toutes celles qui vivent en appartement avec une isolation, on va dire, un peu limitée. C'est le genre de produit qui vous intéressera. On attendra peut-être que le reste, c'est-à-dire au hasard, le lavage, un lave-linge et le rinçage, soient un peu plus efficaces. En attendant, j'espère bientôt qu'on aura tous et toutes des lave-linges silencieux. Je le dis pour mes voisins, mais c'est aussi un message que j'envoie à mes voisins pour moi. Merci beaucoup pour les lavages à 7h30 du matin. C'est la fin de cette petite quotidienne condensée. On se retrouve dès demain évidemment en fin de journée pour un nouvel épisode. Demain à 11h pour un live spécial avec Régis. Je vous fais des gros bisous. À bientôt dans Metaverse.